Mesdames, Messieurs, bonjour, très ravi de vous retrouver en cette matinée du 16 octobre 2020. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, nous allons nous intéresser en compagnie du docteur Fethi Benachnou à la grippe saisonnière. Et oui, c'est le moment, d'autant plus avec ces fluctuations de température. Et alors, voilà. Donc, d'autant plus avec la fluctuation des températures en ce moment, donc on est bien exposé et surtout vulnérable à la grippe saisonnière. Dr Benachnou reviendra donc sur les mesures qu'on doit prendre en considération pour éviter la grippe et surtout comment se soigner, d'autant plus que la conjoncture sanitaire liée au Covid est toujours là. Nous allons nous intéresser ce matin aussi au parc. Oui, les parcs ont ouvert leurs portes, ils proposent plusieurs services, il y a plusieurs parcs sur la place d'Alger. Alors nous allons revenir un petit peu sur ces parcs. La rentrée scolaire, c'est pour bientôt. Donc le 22 pour les classes primaires, à partir du 4 novembre, donc pour le collège et le lycée. Alors les enfants, comment doivent-ils se comporter sur le plan hygiène, bien entendu, sur le plan mesures préventives, bien entendu aussi par rapport à la conjoncture du Covid. Alors ce sera une thématique à laquelle nous allons répondre ce matin. Kenzan Char sera parmi nous ce matin comme chaque vendredi. Elle reviendra sur l'actualité associative de la semaine. Nous terminerons avec un très beau voyage dans le temps. Nous allons partir à environ 4 milliards, 5 milliards d'années avant notre ère. Et oui, nous allons partir à l'apparition de la Terre et aussi donc les premières espèces animales qui ont peuplé la Terre. Ce sera en compagnie de Massilias. Voilà pour le menu de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Alors Mina, nous avons été bien accompagnés d'une jolie averse ce matin. Oui. Oui. Exactement. Et pourtant il faisait beau. Il y avait du soleil quelque part. Quelque part, il y avait du soleil. On aurait eu droit à l'arc-en-ciel aujourd'hui si on était resté un peu plus longtemps à contempler les averses. Un peu plus de détails en votre compagnie? Oui. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, un ciel plutôt nuageux, parfois couvert, sur le centre et l'est du pays avec toujours quelques pluies éparses, mais pas grand-chose en journée. Un ciel peu nuageux vers la partie ouest, dégagé sur le Nord-Sahara. La Saoura, l'extrême sud, on notera un ciel voilé avec quelques orages sur le Sahara central, le Sahara oriental ou encore les oasis. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 24 degrés seulement à Alger, 23 degrés à Annaba, 22 degrés à Tizi Ouzou, on notera 24 à Oran, 20 degrés à Tier et Tirizane, 28 à Ghardaïa, 26 à Hassim Saoud, 40 degrés à Elizi, 33 à Tanara Sete Janet et enfin la maximale atteindra les 42 degrés à Borj Bedji Mokhtar et Ain Gazzam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer peu agitée, sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h sur la partie ouest, entre 20 et 30 km/h sur le centre et enfin entre 20 et 40 km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Asie pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel plutôt dégagé, notamment à Pékin, ciel nuageux, à Hong Kong, couvert avec des pluies. À Manille, Tokyo, Bangkok, côté Mercure, on notera 31 degrés à Singapour, 33 à Jakarta, 32 degrés à Manille, 30 à Hong Kong, 29 à Bangkok, 20 degrés à Pékin et enfin 17 degrés à Tokyo. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Il faut dire que les températures restent quand même douces. Hein. Oui, Donc, oui, ça commence à baisser petit à petit. Voilà, ça commence à baisser petit à petit. Donc finalement, c'est l'automne qui s'installe, voilà, petit à petit. Commence à s'installer. Alors il faut dire quand même qu'on a un peu de chance de sentir le passage d'une saison à une autre. On n'a pas vécu le passage des saisons et l'installation finalement des saisons depuis quelques temps. Depuis très longtemps. Voilà. Merci beaucoup Mina. Merci pour les à nouvelles vous. du ciel. On vous retrouvera tout à l'heure, juste après le journal télévisé du midi, 19h. Exactement. Et demain. Bonjour d'Algérie. Voilà. Merci beaucoup Mina. On vous souhaite une excellente journée. Pause musicale avant de continuer notre programme. Ce sera en compagnie de Day qui va nous interpréter Salam Salam.
Salam, salam, sabah al-khair. Marhaba bik, docteur. Ça va, vous allez bien? Ça va, pas de problème. Pas de problème, comme d'habitude. Comme, alhamdoulilah. Les bonnes ondes, les ondes positives. Positives, docteur. voilà, c'est important. Voilà. Docteur Fethi Benachno, aujourd'hui, on va parler d'un thème. Donc, on en parle chaque année, mais on n'en parle pas assez. La grippe saisonnière. Chauffez, la grippe saisonnière, dans le langage courant, dans notre société, même dans d'autres sociétés, qu'est-ce que tu as? J'ai la grippe. Oui. On a. La grippe. On a. Alors. La grippe, c'est à toutes les sauces. Alors, à toutes les sauces. Un éternuement, la grippe, Voilà. un écoulement nasal, la grippe, une toux, la grippe. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la grippe. Or, la grippe est une des maladies virales. Elle est causée par un virus les plus, moi je dirais les plus dangereuses. Au même titre que cette Covid-19. Parce que ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut développer et ce qu'il faut, je crois que dans le futur, même si cette Covid, Inch'Allah, elle va partir, tout ça, il ne faut pas se tromper, les virus sont quelque chose d'extrêmement menaçant pour l'humanité, pour le genre humain. Ça, c'est important. Et le pire, c'est que leur manière d'agir, ils peuvent prendre le chemin d'un insecte. Alors, on a une belle image représentative. D'un insecte, tout ça. Ils ont une forme. Chaque virus a une forme spécifique. Justement, là, on voit plusieurs formes. Voilà, c'est ça qui a plusieurs formes. Finalement, c'est la couronne, docteur, qui fait que... La couronne, attention. La forme de la couronne, enfin, parce que je me réfère un petit peu à l'image, parce qu'on voit... plusieurs formes de couronnes. Il y a des couronnes. Mais attention, il y a des virus responsables du cancer sous forme de bâtonnet. D'accord. Epstein-Barr, alors là pour faire, c'est le nom. C'est beaucoup plus, moi, ce qui me travaille et ce qu'il faut expliquer à la population, c'est que les virus, c'est un danger. Et que le fait que l'on traite, nous, dans le langage commun, j'ai la grippe, non, la grippe, elle tue des gens. Elle tue des centaines de gens à travers le monde, si ce n'est des milliers. Wahda. Il faut surveiller le virus de la grippe. Pourquoi? Parce que le virus de la grippe, comme la majorité des virus, mute. Mute, c'est ça, vous vous attendez, vous voyez un ennemi qui a cette configuration et taf, vous tournez la tête, vous revenez, il est aérien ou il est... Bon, c'est la raison pour laquelle chaque année, il y a un nouveau vaccin. Il y a un nouveau vaccin adapté à la nouvelle forme. À la nouvelle forme. Par exemple, le vaccin de cette année, il est basé sur 4 formes du virus, de la grippe. Ça, c'est important. Chaque virus a sa manière d'agir. Et comme par hasard, le coronavirus et le virus influenza, le virus de la grippe, ont les mêmes caractéristiques au point de vue clinique. Qu'est-ce que ça veut dire au point de vue clinique? Au point de vue signes que l'on présente. En ce qui concerne la grippe, on le sait, la grippe. La grippe. Non, c'est... La grippe, tu ne paracétamol ou vitamine C. Paracétamol, c'est pire. Très bien d'avoir parlé de ça, parce que dans notre société, il y a des gens, et j'aimerais les prévenir, que les virus, il n'y a à l'heure actuelle aucun médicament qui les... Surtout pas les antibiotiques. Moi, j'ai eu des patients qui venaient me dire « Ah, on dit la grippe, vous me donnez tant. » De l'aspéramycine. Ça, c'est la DCI, c'est pas le nom de marque. Oui, oui. Moi, je prends, alors tenez-vous bien, je prends 1 ou 2 comprimés pendant 2-3 jours, on la baisse. Mais c'est ces choses-là sur lesquelles il faut communiquer. Et sincèrement, Canal Algérie permet de communiquer sur ces données-là qui sont essentielles. Maintenant, on en vient aux signes cliniques. Ils peuvent atteindre n'importe qui. Alors, à la différence du Covid, il y a une petite différence, c'est que même les enfants peuvent être touchés par la grippe. Et je veux déculpabiliser, rassurer les mamans. Beaucoup de mamans, quand leur gosse, leur bébé a la grippe, elles vous disent, oh, elles se sentent coupables, c'est moi qui l'ai contaminé quand je lui donne le sein. Non, c'est pas vous, madame, pas du tout. Le virus de la grippe, il circule.
Et il Il est circule. aérien, donc comme tous Il les est autres aérien, il virus. circule, on le Oui. transporte. Comme vous, par exemple, vous travaillez, vous êtes contaminé, vous transportez le Voilà, virus. on a une belle image aussi Voilà. de contamination. Ça, c'est les Explique un petit virus d'origine de déplacement respiratoire. C'est ça, on ne dit pas que le virus circule. C'est nous qui le faisons Voilà. circuler. Qu'il est- Regardez, là, la bouche, elle ne porte pas de masque. de masque. Donc, je diffuse, je diffuse, surtout dans les endroits clos. Tout de suite, une recommandation, il faut, même quand il fait froid, il faut aérer. Ça, c'est très important. Les bureaux, les chambres des enfants, il faut étendre le linge, la linge, literie des enfants et même des adultes, surtout les personnes qui sont porteuses de maladies chroniques. On parle du diabète, on parle du trou, mais dans la grippe, ce sont les gens qui présentent des maladies respiratoires et Dieu sait s'il y en a. Il faut dire aussi, docteur, par rapport à aérer donc les chambres, par rapport à étendre un petit peu tout ce qui est literie et tout. Donc, il faut dire que nous sommes aussi un pays gâté par le soleil. Et ça a un impact quand même très important. Un ciel bleu, c'est aéré, surtout Même quand comme il pleut, ce on a du matin. soleil, On a du soleil. Comme ça fait عيني الحساد. 5 dans les yeux, comme on dit. 5 aux yeux, 5 aux yeux, 5 aux yeux, voilà. Et ce qui est important, c'est que il y a un comportement, surtout chez nous, moi je répète, les patients que je vois, moi, ils vous disent « Ah, moi je suis allergique. Ah, moi j'ai un asthme. Ah, moi alors la pire, la BPCO, la bronchopneumopathie chronique, obstructive, ça veut tout dire obstructive. Ces gens-là sont les proies faciles et désignées pour le virus de la grippe, ça entraîne des complications. La grippe, pourquoi elle est dangereuse? C'est les complications de la grippe. Et le virus, c'est tout ça. Ça donne une fatigue, ça donne une asthénie, ça donne... Regardez, là aussi, c'est pas nouveau. On dit que le Covid, on perd l'odorat et le goût. Oui. Dans la grippe, c'est la même chose. Ah oui, on a complètement le nez bouché. Le nez donc, bouché et même on n'a plus d'appétit. On vous dit venez manger. Ah ouais, j'ai pas faim, je sens rien, des tas de trucs comme ça. On a recours. Alors là, je vais faire une incursion gastronomique, ça veut dire. Il y a ce qu'on appelle taqliya. Taqliya, c'est une omelette, des traces d'omelette, mais bourrée d'épices. Le karouia, le har, tout ça. Avec de l'ail aussi. De l'ail bourré de voilà. ça pour redonner. Et c'est là, par exemple, moi je m'étonne que dans le Covid-19, on dit perte de l'odorat et du goût. Mais ça existe aussi dans la grippe et chacun de nous l'a vécu. Donc il y a une perte de l'odorat et du goût. Ça, c'est important. Et le signe le plus important, qui est très bien perçu chez nous, et moi depuis que j'étais gosse, j'entendais, quand on a la grippe, essentiellement, on a ce qu'on appelle les courbatures. Oui. Oui. Alors, بالدارجة, moi j'aime bien بالدارجة, يقول لك أني مدقدق. دقدق, oui, exactement, c'est le mot. C'est-à-dire, دقدق, les courbatures, ça c'est un signe fondamental. C'est un état général où on sent des douleurs alors, musculaires, osseuses, tout ça. Alors, voilà ce que c'est que... Mais il faut retenir que les signes cliniques du Covid et de l'état grippal sont pratiquement les mêmes, avec légères différences. Légères différences, mais ça, par exemple, les courbatures, on ne signale pas de courbatures dans le Covid-19. On signale par contre une asthénie terrible. Et c'est cette semaine, j'ai eu connaissance d'un cas de Covid-19. C'était la fille d'un copain qui était enceinte de 2 mois. Et elle a un boulot exposé, elle reçoit... Alors, le copain a été étonné par les déclarations de sa fille. Une fatigue immense, une fatigue immense. Elle dit, papa, je ne comprends pas, je suis terriblement fatiguée, je fais un tout petit geste. Ça, c'est pour la fatigue. Et dans la grippe, c'est les courbatures. Ça, c'est important. Et toujours, je passe à l'étape suivante qui est importante. Les virus, il n'y a pas, comme je l'ai dit, de traitement. De médicaments. Pas de traitement. Il y a par exemple le Covid, on est en train de faire des recherches, voilà, mais il ne faut pas trop baser sur ça, il faut baser sur les mesures de protection. Voilà. Cependant, pour la grippe, il y a, alhamdoulilah,
un vaccin contre les virus, contre la grippe. Il n'y a absolument aucun traitement. Il y a un traitement préventif. Il faut comprendre ce que c'est que préventif. Dans la langue française, la prévention, c'est avant qu'il ne vienne, prévenir, avant qu'il ne vienne. Donc, les vaccins, c'est de la prévention pour informer son corps, beaucoup plus son système immunitaire, de lui donner des informations sur ce virus qui change chaque année. Parce qu'il y a d'autres qui te disent « Ah, moi je me suis vacciné l'an passé, ça ne sert à rien. » Le virus de l'an passé n'est pas le même. Il n'est pas le même, ça c'est important. Donc il est recommandé pour les... Il est strictement recommandé, surtout en cette période, et les spécialistes s'accordent sur ça. Au niveau mondial, s'accordent, il faut. Parce qu'il y a un danger. Inch'Allah, Makaj, ça c'est le délire du médecin et du scientifique. Le plus grand danger, c'est que deux virus qui se marient. Espérant, je le dis, mais ce n'est pas le cas. Il faut se vacciner parce que la grippe entraîne un afflux vers les structures de santé et l'hôpital. Les hôpitaux sont chargés de la lutte contre le Covid, plus cet afflux qui serait, je dis le conditionnel, qui serait dû aux gens qui ont la grippe et qui se baladent. Surtout, j'ai dit que ceux qui ont des problèmes respiratoires, allergies, asthme, tout ça, ça va entraîner des complications. Inch'Allah, et une chose, pardon, je termine, la grippe, tous les virus, le seul moyen, c'est la vaccination. Mais attention, la vaccination... Si je me vaccine aujourd'hui, je ne pourrai être immunisé qu'en 2 à 3 semaines après. Il ne faut pas attendre que l'on soit grippé, tout ça, pour aller se faire vacciner. C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner préventivement. à la fin de l'été. Voilà. Ce n'est pas le cas de cette photo, justement, comme l'a si bien choisi le réalisateur. On a des réalisateurs, une régie. Ils suivent vraiment à la lettre ce que vous dites. Docteur, je voudrais vous poser une question qui revient très souvent. Donc, la grippe, donc c'est un virus qu'on chope chaque année. Donc, on l'a banalisé. Voilà, on l'a tellement banalisé que justement, il y a beaucoup de recettes, j'ai envie de dire ancestrales, des recettes de grand-mère, donc pour venir ou pour guérir un petit peu, si vous voulez, le virus. Quel est votre commentaire par rapport à ça? Bon, les recettes ancestrales, moi je suis pas, j'ai vécu les recettes. Par exemple, mon père, et surtout que ça marche, pas à tous les coups, mais ça marche souvent. Mon père, c'était régime pour toute la famille de Za'atar, tisane de Za'atar, ça, et comme on était, tout ça. Je ne suis pas contre les recettes de grand-mère, mais il ne faut pas qu'elles soient utilisées à tort et à travers, et en investissant psychologiquement via. Moi, je reste persuadé à 99,99,99999, il faut injecter dans la tête des gens que c'est le vaccin antigrippal. D'abord. Injecter, deuxièmement, que les antibiotiques ne servent à rien du tout. Et évidemment, on peut, de bon grog, comme on dit, des recettes de grand-mère. Les tisanes. Les tisanes, surtout le repos. Attention, le repos pour 2-3 jours. 2-3 jours et après, on reprend. Et ce qui est important aussi, c'est le fait que il faut veiller à ce que notre système immunitaire soit bien portant. C'est important. Parce que si vous mangez mal, bad food, n'importe quoi, surtout je m'adresse aux jeunes, parce qu'ils vont et là la grippe atteint tout le monde. Même les adultes, docteur, avec le rythme que nous avons donc de travail, les gens n'ont plus le rythme d'antan. Donc le tabagisme, dehors, le tabagisme, surtout les jeunes qui veillent jusqu'à 2h, 3h du matin à assister à un match de FC Barcelone contre je ne sais quelle équipe, à 2h, 3h du matin, ça, on a un système immunitaire qui est défaillant. Je crois que là, ajouter à vos recettes de grand-mère, il faut ajouter, par exemple, les bouillons de légumes qui sont très importants, et tous ces éléments, et utiliser, surveiller sa température et utiliser
le fameux paracétamol Voilà. pour faire baisser et surtout se reposer. Une chose qui est importante, ne pas avoir recours aux médicaments. Ça, c'est très important. Il faut aller se vacciner. Et la prévention, avant tout. Ça, Donc, c'est important. Oui, là, c'est primordial, important. Voilà. Donc la vaccination, mêmes, plutôt la prévention. oui, les mêmes mesures contre le Covid. Le masque que l'on porte, c'est pas la mode du Covid. Oui. C'est quelque chose pour éviter. D'ailleurs, ce que vous avez projeté, c'était important. On diffuse, on éparpille et ça contamine. Effectivement. Et justement, vous parliez de prévention, vous parliez de bien se nourrir, de bien manger, de manger tout ce qui est sain. Et paraît-il que les dattes sont les fruits les plus riches et les fruits les plus consistants et qui rentrent dans plusieurs recettes d'ailleurs pour des recettes comme ça ancestrales. Chauffez, alhamdoulilah, que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala l'Algérie. Attends, l'Algérie, C'est voilà. une terre bénie, sincèrement. Effectivement. Bénie. Et justement, les dattes, dans une petite, vous voyez là, c'est un concentré de choses positives, de vitamines, d'oligo-éléments, tout ça. Moi, je recommande, au lieu d'aller prendre ces cochonneries de je ne sais alors quoi. vous recommandez les dattes et c'est justement la période de la cueillette des dattes, donc c'est l'automne. Et merci beaucoup, docteur, donc de nous avoir encore une fois éclairé sur la grippe saisonnière. Donc on en parle chaque année, mais c'est jamais suffisant. Et donc on reste sur les dattes, qui est un très bon aliment, donc déjà pour la santé, puis le goût aussi, il faut le dire. Et justement, Saïda Mayouf s'est intéressé à la cueillette des dattes et dans ce reportage que je vous propose de découvrir. Nous sommes dans la ville de Tolga, à une quarantaine de kilomètres de Biskra, une région très réputée pour l'excellence de sa date. Dans l'exploitation Haddoud, 10 hectares de terre sont exclusivement dédiés à la variété d'Aigle Tnour, où plus de 900 palmiers dattiers plantés depuis les années 80 trônent majestueusement. En matière de phéniciculture, l'heure est actuellement à l'ensachage, une manière de protéger la date. C'est une opération juste avant la récolte. En général, on enlève il y a la taille des palmes qui ont séché. En même temps, on met la protection. Comme vous voyez, cette protection en plastique, c'est contre la pluie, bien sûr, et contre les dégâts dus aux oiseaux, parce qu'ils viennent piquer les dattes. Il faut savoir qu'une grande partie de cette date du lieu dit El Maktoufa, et une fois récoltée, sera destinée à l'exportation. Le palmier, en général, quand il est bien entretenu comme ça, en général, c'est entre 80 et 120 kilos, le palmier. C'est une date qui va être cultivée à partir du mois d'octobre. Début octobre, on commence, c'est en 2 ou 3 fois, parce que les régimes ne sont pas mûrs au même moment. Notre date, elle est exportée en Europe, elle est exportée en Asie, elle est exportée en Afrique, dans certains pays africains, elle est exportée aux États-Unis, elle est exportée dans plusieurs pays, dans les pays arabes, dans les pays asiatiques. Et justement, s'agissant de l'exportation, dans l'usine Haddoud de conditionnement, le travail a repris même avant la récolte, et ce avec une bonne partie de la production de l'année précédente. Le produit est abondant et les demandes sont au rendez-vous. لحقنا حتى في الطوناج لحقنا 30 طن في العام. نخدموا مع قارة آسيا، قارة أوروبا، نخدموا مع كندا، مع بنغلاديش، مع دبي، اسبانيا، اندونيسيا. الكوموند عندنا كندا عندنا 9 كيلو وكاين لا كوموند على حسب دينوايتي. هذا دينوايتي وهذا ناتيرال 250 غرام. هذا Ce créneau est générateur de postes d'emploi. Ici, c'est une centaine d'ouvrières qui s'activent à la tâche. كاين دو بريلافمون نديرهم. بريلافمون الاولى كي تجي من عند الفلاح باش نشري ولازم يفوت عليا انا نديرو الكونطرول باش يعرف كيفاش يتعامل مع الفلاح البري ولا كاليتي تاعو. ودوزيام بريلافمون نديرها انا كل يوم، ندير 3 تيست.
Et c'est vers les 5 continents, sur les marchés internationaux, que ce produit du désert trouvera sa destination finale, une manière de booster les exportations hors hydrocarbures. Et nous parlons à présent de la rentrée scolaire qui se fera donc bientôt, comme on l'a dit, le 22 octobre pour les primaires, le 4 novembre pour le collège et aussi le lycée. Alors, quelles sont les mesures préventives à apprendre à nos enfants donc avant la rentrée scolaire? Et c'est justement en compagnie de M. Hassan Mnower que nous allons répondre donc à cette thématique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour, à vous. Bonjour. Alors, je rappelle, vous êtes le président de l'association El Amen. Et il faut dire que pendant cette période, déjà, vous avez de tout temps été présent, mais pendant cette période, donc depuis le déclenchement du Covid, depuis les premiers cas, l'enregistrement des premiers cas du Covid en Algérie, vous avez fait un travail colossal justement de sensibilisation. Ce n'est jamais assez, malheureusement. Oui, ce n'est jamais assez. C'est une période de crise, donc on devrait tous être mobilisés, que ce soit la société civile, vous aussi, les journalistes, les médias, vous avez été trop présents. Tout le monde a parlé de ça et on va encore en parler. Maintenant, du moment que c'est la rentrée scolaire, c'est aussi un autre événement. Oui. Un événement qui va drainer des masses pendant cette pandémie. Donc, le Covid-19 est toujours là, donc le virus, il est toujours en circulation. Parfois, il dort un peu, il se réveille, il se rendort, il se réveille encore. On l'a vu à travers les chiffres, donc tantôt ça baisse, tantôt ça augmente. Et comme on n'est pas seul dans ce monde, donc on voit ce qui se passe à l'étranger, il y a un retour quand même qui est un peu alarmant donc chez nos voisins, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et il y a la rentrée qui arrive le 21 octobre, donc pour les petits, et puis le 4 novembre pour les moins petits, pour les grands. Et il y a aussi la rentrée universitaire. Donc, malheureusement, on n'est jamais assez prêt. Donc nous, en tant qu'association, déjà depuis l'été, on avait fait appel aux autorités pour préparer cette rentrée scolaire. Il doit y avoir rentrée scolaire. On ne peut pas déclarer une année blanche comme ça. À un moment donné, il faut savoir vivre avec le virus. Oui, et on ne peut pas laisser aussi tous nos enfants errer comme ça dans la nature sans qu'il y ait scolarisation. Il n'était pas question de déclarer année blanche, donc les autorités, les hautes autorités du pays ont pris la décision quand même de réouvrir les écoles, même si ces écoles ne sont pas encore prêtes. Donc j'avais dit qu'on avait fait appel aux autorités pour préparer donc, les écoles surtout. Parce que nos écoles, malheureusement, sur les 1542 communes, elles ne sont pas toutes bien aménagées, bien prêtes pour justement faire face à la pandémie et assurer donc, les mesures préventives que nous recommandent les médecins et les spécialistes. Donc notamment la présence d'eau en permanence dans les écoles, des sanitaires aux normes, donc pour pouvoir donc, fournir ou mettre à la disposition des élèves des robinets d'eau, des distributeurs de savon, et puis assurer la distanciation entre les élèves. Donc pour cela, on avait demandé à ce qu'il y ait donc, un recrutement spécifique pour cela, donc des agents qui seront formés, donc pas spécialement des pédagogues, mais des agents. Il y a un point positif dans tout ça, M. Mnower, il faut dire la création d'emplois, finalement. Oui, bien sûr, créer d'emplois, former des gens, et puis se préparer à d'autres pandémies, parce que ça s'appelle Covid-19, donc il peut y avoir 20, 21, 22. Donc pour nous, en tant qu'association, chose qu'on n'aimerait pas, chose qu'on ne souhaiterait pas en tout cas. Bien sûr, mais voilà, mieux vaut prévenir que de guérir. Il faudrait toujours prévenir, il faudrait toujours anticiper. Donc on doit anticiper. Et pour nous, donc en tant qu'association Aman, on voudrait bien, pendant cette pandémie, en profiter, donc positiver et se préparer dans les écoles, dans les universités, dans les rues, dans les marchés, dans notre commerce, dans notre alimentation, dans notre vie, parce que les choses doivent changer. Maintenant, notre mode de vie doit changer par rapport à tout cela. C'est un problème qui est mondial, et dans le monde, l'économie est en train de changer, l'orientation de la recherche est en train de changer, l'industrie est en train de changer, les politiques sont en train de changer, donc nous aussi on doit changer, et à commencer d'abord par l'éducation. Donc l'éducation, on doit revoir l'éducation et donner beaucoup d'importance à l'éducation civique, à l'éducation sanitaire de nos enfants. Et ça, c'est dans les écoles, c'est maintenant, c'est à cette rentrée. Donc, on doit réapprendre ou renforcer l'apprentissage du lavage des mains régulièrement, comme on les lavait. Donc, pour cela, il faudrait fournir les moyens nécessaires. On doit aussi penser à l'alimentation. D'ailleurs, on est en plein jour voilà, aujourd'hui, de célébration. Effectivement, on célèbre la journée internationale de l'alimentation.
Et je crois que c'est le 75e anniversaire de la FAO aussi, donc, qui prend pour l'alimentation et qui a décrété plusieurs messages concernant la lutte de la famine, des maladies et aussi pour faire face à Covid-19. Donc il y a tout ça. On voudrait que, en termes de pouvoir public et les pouvoirs dans la maison, donc dans les foyers, donc les parents, prennent en considération ce renouveau. Donc il faudrait aller vers des nouvelles méthodes. Donc c'est l'occasion ou jamais pour profiter avec nos enfants et leur dire maintenant il faudrait manger bien. Parce que ceux qui ont mangé bien sont moins malades. Donc revoir notre alimentation, ça c'est très important. Parce qu'on avait toujours dit que lutter contre les virus, c'est pas seulement la distanciation, c'est pas seulement le port de la bavette, c'est aussi renforcer son immunité. Et le renforcement d'immunité, c'est bien manger sain, manger bio, ça manger commence à la maison correctement. C'est à la maison, bien sûr. Donc revoir tous nos systèmes des menus qu'on a en Algérie, malheureusement. Donc le matin, c'est pas le café au lait, c'est pas le croissant, c'est pas le petit pain, c'est des légumes et des fruits surtout quand on a la possibilité. C'est des céréales complètes. Et c'est de l'eau au lieu de boissons artificielles. Donc c'est le moment où jamais, on avait toujours dit depuis le mois de mars, c'était le moment de s'imposer, d'imposer de nouveaux menus pour nos enfants pour renforcer leur immunité. Il y a aussi le sommeil, donc il faudrait dormir assez en termes de qualité et en termes de quantité, parce que le sommeil c'est très important, et faire de l'exercice physique régulièrement. Donc beaucoup de parents privent, je le dis comme ça, privent leurs enfants de faire du sport parce que... Ils doivent faire leurs devoirs, parce que c'est l'école... Parce qu'il y a les cours, parce qu'il n'y a pas de salle de sport, parce qu'on cherche, parce qu'on est fainéant, voilà, je le dis comme ça, entre guillemets. C'est un peu le cas. Oui, c'est un peu le cas. Et on est en train de voir que l'obésité est en train de prendre de l'ampleur en Algérie, surtout chez les enfants. On a beaucoup de diabétiques enfants. D'ailleurs, je rappelle les chiffres, on est à presque 7 millions de diabétiques en Algérie. Quand même. Oui. 7 millions de diabétiques enfants. Non. Dans l'ensemble. Mais il y a une grande partie qui commence à toucher donc, le bas âge. Et c'est pour cela que maintenant les parents réfléchissez à cette rentrée scolaire de prévoir du sport pour vos enfants. Pas forcément dans des salles de sport, piscine, etc. Mais les faire sortir pour marcher, les faire courir, leur faire monter des escaliers, leur diminuer le temps de tablette et ordinateur. Ça, il faut dire, M. Mnouar, le prétexte qu'il n'y a pas de salle de sport, il faut dire que généralement dans tous les quartiers, il y a au moins une maison de jeunes. Et la maison de jeunes propose finalement quelques séances comme ça de sport, quelques séances de détente. Non, ce sont des prétextes. Comme vous avez dit, on est fainéant et voilà. Mais j'ai toujours dit, quand on veut, on peut. D'ailleurs, je fais un rappel, en 2013, on avait organisé un festival des sports sans équipement, un sport pour tous. Donc on avait fait sortir des enfants dans la campagne, dans une ferme comme ça, et on les a fait courir, suspendus à des arbres, on les a fait sauter, et c'était du sport. Donc pour dire que n'attendons pas que les autorités construisent des piscines et des salles de sport, parce que d'ici là, vos enfants seront grands, ils seront malades, ils seront obèses. Donc faites ce qu'il faut, ça c'est très important pour lutter justement contre les pandémies. Donc la rentrée à l'approche, on voudrait que les parents à partir d'aujourd'hui commencent à entraîner leurs enfants. Il faut les entraîner parce que c'est comme si un soldat ou des soldats qui sont en guerre et qui sortent sur le front. Là, on va les faire sortir au front pour faire face au virus. Alors, une métaphore vraiment excellente, effectivement. Donc, à utiliser le gel, à leur mettre le gel dans leur cartable. Leur apprendre d'abord à la maison comment tenir une distance entre frères et sœurs. Moi, je donne des exemples comme ça, à tenir un manche à balai, et c'est la distance qu'il faudrait apprécier pour s'y habituer. Se laver les mains... Après, ce sont des ancrages, très vite, après, la personne va prendre on a des enfants qui apprennent très vite. Très vite, effectivement. Ça, c'est pas difficile. et puis, le lavage des mains, comment laver les mains, sérieusement, on doit leur apprendre, c'est l'occasion jamais. Il reste une semaine, donc on va leur apprendre pendant 30 secondes comment faire passer le savon partout, du côté des ongles jusqu'à la poignée, et combien de fois par jour. Parce qu'il faut le faire le matin avant de sortir de la maison. Normalement, on attend des écoles pour qu'ils le fassent faire aux enfants à la rentrée. Donc il doit y avoir une chaîne avec une distanciation. Les faire passer au sanitaire, se laver les mains avec du savon liquide avant de rentrer en classe. Et puis à la sortie donc, des classes, donc avant de rentrer à la maison, ils doivent aussi se laver les mains. Pour cela, il ne faudrait pas aussi compter sur
les écoles, parce que ce n'est pas toutes les écoles qui vont fournir le savon liquide. Justement, là, nous avions de belles images, je ne sais pas si on peut les revoir, nous avions de belles images qui étaient en train de passer. Là, on voyait l'une des écoles, voilà, donc en train de désinfecter les classes avant la rentrée, mais comme vous le dites, ce ne sont pas toutes les écoles qui ont... donc les moyens de le faire. Oui, oui. Alors non, autant donc les parents... Il ne faut pas compter parce que je dis que le pays est trop grand, donc on n'a pas eu les moyens, on n'a pas eu aussi le management qu'il fallait avoir pendant tout cet été pour s'y préparer les produits, préparer le personnel, préparer l'argent et tout. Donc aux parents maintenant de s'impliquer. Ça va coûter un peu, bien sûr. Donc c'est ça les conséquences néfastes de cette pandémie, c'est que ça a touché à l'économie de tous les pays et même notre économie et même l'économie familiale. Donc, de toute façon, M. Mnower, si on va faire un petit calcul, si on arrête par exemple d'acheter les sandwichs dehors, d'acheter toutes les limonades, et on les reconvertit en produits de santé. Voilà. Donc là, on sera toujours dans nos dépenses finalement, on ne va pas dépasser les dépenses. Donc d'ailleurs, on a des petites idées. Donc au lieu de fournir toujours du gel hydroalcoolique qui coûte cher, donc dès qu'on a une première bouteille vide, on a rempli de savon liquide. Au moins, on peut assurer à nos enfants qu'ils aient du savon liquide pour se laver les mains à l'école avec du savon liquide. On voudrait aussi que dans certaines écoles, dans certaines régions qui sont touchées par le virus, donc parce qu'il y a des statistiques maintenant, on les connaît, qu'on fournisse des bavettes, au moins à certains enfants d'une certaine catégorie nécessiteuse, parce que c'est très important. Des bavettes lavables, pourquoi pas? Lavables, oui. Parce qu'il faudrait qu'on le sache tous, c'est qu'il va y avoir des enfants qui vont sortir des foyers pour aller se regrouper dans une école. Oui. Et puis ils vont repartir chez eux. Il y a des foyers où il y a le virus. Il y a certains qui le savent, mais certains ne le savent pas. Donc ce virus va partir à l'école, il va se transférer chez les élèves, et les élèves vont repartir chez eux pour ramener ce virus dans les autres foyers. Donc c'est pour cela qu'il va falloir faire très attention. D'ailleurs, je tiens à dire que dans les foyers où il y a un malade, il faudrait s'interdire d'envoyer son enfant à l'école. Ça c'est très important. Donc il faudrait rester confiné, tout le monde doit rester confiné. Il y a certaines familles, il y a certains parents qui nous ont interpellés pour nous dire est-ce qu'ils peuvent ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Ils le peuvent, mais ils doivent faire un bon calcul parce que l'enfant va redoubler. Il faudrait calculer l'âge s'il ne dépasse pas 16 ans, parce qu'au-delà de 16 ans, il n'a pas le droit de redoubler. Donc il va être renvoyé de l'école. Il faudrait faire très attention sur ça et ne pas prendre des décisions comme ça, hasardeuses, qui risquent de nuire à l'avenir de l'enfant. Et puis sans ça, M. Mnower, il faut dire, à un moment donné, il faut savoir vivre avec le virus. Comme vous l'avez si bien dit depuis tout à l'heure, il faut juste finalement éduquer nos enfants à cette nouvelle donne, à cette nouvelle conjoncture. Oui, c'est une éducation qui est utile pour tout l'avenir. Parce que pour tout l'avenir, exactement. Tout l'avenir, il va grandir en se lavant les mains régulièrement, en se tenant une hygiène corporelle correcte, en ne touchant pas aux autres. D'ailleurs, il faudrait aussi interdire, pour que je n'oublie pas, à nos enfants de se prêter les articles scolaires, cahiers, livres, crayons, stylos, téléphones, smartphones, tout ça. Il faut dire à nos enfants, il ne faut plus toucher aux affaires des autres parce que ça pourrait être un moyen de transfert, ça pourrait être un vecteur de transfert du virus. Donc c'est une éducation qui va être utile et pour Covid-19 et pour toute la vie. Exactement. Pour toute la vie. Mangez bien aussi parce que c'est très important. Donc c'est l'occasion pour dire aux enfants, il y a un virus, mais si vous êtes fort, comme un soldat qui est bien armé, qui a le gilet pare-balles, qui a le casque, ça c'est l'immunité. Ça c'est l'immunité, c'est l'immunité qui va faire face au virus, qui va pas peut-être anéantir le virus à 100%, mais il va permettre une meilleure résistance. Donc il faut manger bien. Manger bien, vous savez, nous avons un pays où actuellement il y a des fruits. On ne peut pas dire maintenant les fruits ne sont pas à la portée de tous. Je suis en train de voir, les dates sont descendues à 150 dinars. Juste avant votre entrée, on a vu un beau reportage sur la période des dates, justement. Et si on mange des fruits de 16 ans, donc on peut se permettre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, si on réduit le budget de tout ce qui est alimentation malsaine, donc on va gagner dans la santé et on va gagner dans l'argent pour le dépenser dans les choses qui sont utiles. Parce que même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé et même à FAO, ils sont en train d'encourager pour cette année, c'était le thème, c'est de lutter contre les virus, mais en allant vers une alimentation saine et nutritive. Parce qu'il faut manger ce qui nous nourrit. Il ne faut pas manger comme ça dans le vide. Parce que parfois, manger du pain avec du beurre,
ça n'apporte rien, au contraire, ça apporte du mal pour notre santé. Donc il vaut mieux aller vers quelque chose qui apporte du bien. Donc il y a des calculs à faire. Tout ça, c'est une entreprise donc, à la maison. Donc il faudrait que le papa et la maman sachent mener la famille et bien gérer et fournir toutes les conditions nécessaires pour éviter de tomber malade. Parce qu'on n'a pas de choix et on n'a pas intérêt à avoir plus de malades et plus de contraintes et plus de défaillances. Parce que déjà qu'on est très malade, je rappelle qu'on est à près de 7 millions de diabétiques en Algérie, on est à près de 10 millions de problèmes cardiovasculaires et on est à 50 000 cas de cancer nouveaux chaque année. Donc, c'est énorme, voilà. Oui, beaucoup. C'est énorme. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Nouar, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup, donc encore une fois, pour la sensibilisation que vous faites auprès de la population, auprès des citoyens, mais aussi particulièrement auprès donc, des parents et pour cette rentrée scolaire. Merci encore une fois à vous. Alors, en attendant de faire un tour dans les parcs d'Alger, de voir un petit peu les conditions de leur ouverture, les services qu'ils proposent, une petite virée dans la ville d'Alger, et on se retrouve juste après. Et voilà, donc de retour sur le plateau, et comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, aujourd'hui nous allons parler des parcs, donc les parcs qu'on trouve au niveau d'Alger, mais aussi les services que les parcs proposent, en compagnie de Chafika Wadia. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous êtes l'assistante du DG chargée de la communication et du marketing, donc vous êtes au niveau de l'OPLA, c'est l'office donc qui s'occupe des parcs. Voilà. Des parcs à Alger. Alors, tout d'abord, nous avons combien de parcs à Alger ? Écoutez, donc nous avons plusieurs parcs, mais qui ne relèvent pas tous de la gestion de l'OPLA. Effectivement. Donc l'OPLA, c'est l'Office des parcs, des sports et loisirs de la wilaya d'Alger. C'est un EPIC sous tutelle de la wilaya d'Alger, mais qui s'occupe de certains parcs. Donc je vais vous les citer comme ça. Donc nous avons par exemple la promenade des Sablettes, qui est connue. Enfin, c'est l'une des destinations des Algérois les plus connues. Maintenant, c'est la Mecque des Algérois. Exactement. Nous avons aussi la petite forêt de Ben Aknoun, celle qui est en face le 5 juillet. Nous avons aussi la promenade du Lidou à Bourj Kifan. Nous avons la promenade, nous avons aussi la forêt de la prise d'eau d'Al-Harrach. Donc il y a certains espaces verts et promenades et forêts qui relèvent de la gestion le parc Dounia également. Aussi. Donc voilà, donc il y a plusieurs espaces verts et des promenades qui relèvent de la gestion de l'OPLA. Le jardin d'essai dépend de vous aussi? Non. Le jardin d'essai, c'est un EPIC à part. C'est un EPIC à part, voilà. Alors justement, Chafika Wadia, il faut dire que ce sont des parcs donc, qui sont très fréquentés par les Algérois. Donc, alors la gestion, elle est très minutieuse, j'ai envie de dire, parce que quand
quand on voit par exemple sur le plan hygiène, sur le plan propreté, sur le plan espace de détente, espace de jeu pour les enfants, donc tout ça c'est bien déterminé à votre niveau. Exact. Donc justement, si on parle des parcs qui relèvent de la gestion d'un des EPIC de la wilaya d'Alger, donc il n'y a pas aussi que l'OPLA qui gère tous les aspects. Par exemple, nous avons une collaboration étroite avec Netcom, qui eux se chargent de la propreté et tout ça, en plus du service interne. Ça veut dire qu'il y a plusieurs EPIC qui s'entraident pour pouvoir gérer ces espaces. Nous, donc, c'est toute la gestion commerciale et tout ça des espaces. Il y a, par exemple, et la sécurité aussi, qui relève de notre gestion. Ah, et la sécurité, rien à dire là-dessus. On est vraiment en sécurité. Tant mieux. Tant mieux. Nous fournissons beaucoup d'efforts, justement, pour pouvoir assurer les citoyens. Donc là, nous avons une image que vous pourriez peut-être commenter. Donc, ça, c'est l'un de... C'est là-bas. Ah, ok. Voilà. Donc, vous avez un écran juste en face de vous, de ce côté-là. Parfait. Donc ici, c'est le siège même de Caroubier. Donc ici, c'est les infrastructures sportives de l'office. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a là, le côté sport et loisirs. Donc notre vocation, c'est sport et loisirs. Mais après aussi, il y a l'hôtellerie, il y a la restauration et tout ce qui s'ensuit. Donc ici, nous sommes dans le centre équestre. Je sais, donc normalement on avait déjà parlé ici dans ce plateau même du centre équestre de Caroubier qui relève de la gestion de l'OPLA, de l'office. Donc ici aussi justement nous sommes toujours dans le centre équestre qui connaît en ce moment une grande opération d'aménagement pour en faire une école équestre à part entière. Ah, ça c'est intéressant. Voilà. Ça c'est intéressant pour les cavaliers, effectivement. Exact. Alors, chef cavalier, il faut dire que les parcs ont été fermés pendant un bon bout de temps durant cette conjoncture, chose qui est normale parce que il faut dire que ce sont des endroits qui sont très fréquentés par les Algérois. Alors, vous avez ouvert donc les portes de vos parcs le mois d'août, je pense. Oui, à partir du 15. Voilà, c'était le 15 août. Et donc, comment vous organisez donc pour la sensibilisation donc des citoyens qui fréquentent ces endroits-là, mais aussi les sportifs, donc parce que généralement ce sont des sports de groupe qu'ils pratiquent dans ces espaces. Donc bien sûr, comme toutes les entreprises, comme tous les EPIC de la wilaya, nous étions amenés à respecter un protocole sanitaire. Qui a été dicté par le Premier ministère et par les services de la wilaya aussi, où il y avait un protocole à respecter par les citoyens, le port de la bavette, la distanciation physique et tout ça. Que nous exigeons jusqu'à ce jour, du moment que la pandémie est malheureusement toujours là. Du coup, sur le plan sanitaire, donc nous travaillons sur deux plans, c'est la sécurité et la santé en même temps. Voilà. Alors, notre collègue a visité l'un de vos parcs. Il s'agit de Sofiane Hamoudi qui, lui, s'est déplacé au niveau du parc Point d'eau, c'est ça? Prise d'eau, pardon. Prise d'eau au niveau de l'Harrach. C'est Sofiane Hamoudi qui s'y était rendu. Je vous propose de voir ce reportage et on se retrouve juste après. À côté de l'Harrach, de nombreux parcs de loisirs tentent de séduire le public, comme cet endroit qui s'appelle Prise d'eau. C'est un endroit féerique où la végétation soignée offre des possibilités de détente et de promenade aux visiteurs. Cet espace a permis à ces athlètes d'exercer leur sport préféré, le foot, ainsi que le handball et le basketball. Une passerelle a été réalisée afin d'établir la jonction entre les deux rives de l'Oued, l'Harrach. Le site de prise d'eau qui s'étale sur une superficie de 10 hectares. Nous avons des espaces de détente, nous avons des stades de terrain de basket, de handball et de foot. Et prise d'eau, c'est particularité qu'il est dans un terrain très très plat, à côté de Oued qui est déjà nettoyé. Et aussi, c'est un espace qui les familles limitrophes qui se trouvent aux alentours d'Al-Harrach. L'Office des parcs et d'attractions de la wilaya d'Alger a pensé à dégager des espaces de manière écologique afin de permettre à la population d'avoir des espaces pour se promener.
et faire du sport au milieu de cette verdure. Comme ces jeunes sportifs qui en profitent de reprendre leurs activités sportives dans un espace sain, suite à un arrêt qui a duré plus de 7 mois à cause du Covid-19. ما عندناش بزاف ملي ولينا نديرو لو سبور صافي 7 mois حنا قاعدين في الدار سيتي با فاسيل فريمون مي كومام صافي 7 mois ومن بعد ولينا ديزورمي وليناش هكداك برك ولينا افيك لي كونديسيون sanitaires bien sûr. Le parc منبع الحياة منبع الحياة يتوفر على العديد من المساحة العديد من الملاعب وكذلك في ملعب الجواري لممارسة رياضة الجري وكذلك هو مكان عائلي يناسب كل الفرق اللي يجي لهنا تحضر معنا. خالتي قريبة على الدار واللعب عجبني بزاف ونلعبوا لي ماتش كل يوم عندنا اوقات فراغ تاعنا ننطرينو فيهم مليحة نكونوا لازم كيما الجمهور لازم الجمهور يصفق علينا نكونوا عاقلين ان شاء الله نخرجوا كيما اللي جوا اليوم يلعبوا. نشكر السلطات اللي دارت لنا هذا البارك اللي كما نقولوا حنا لا سيكسيون تاعنا جيدو كي نحبوا نديروا الفيزيك برا ما كاش عندنا وين نجريو دركا كيف تحت البارك هذا كاين دراري وين يجريو وين يديروا فيزيك وين يلعبوا بالون وين يلعبوا تحب ديروا ماتش باسكيت ماتش هاندبال باش تخرجهم من الريتم تاع الصاله هذا كاين وين يتنفسوا قبل ما يكون البارك هذا ما كاش وين يتنفسوا عنده صاله يبقى 4 فوا بار سيمان في الصاله عنده 16 سيونس في الشهر في العام جوج حاجه غير في الصاله يكره تما كي يديروا لنا البارك هذا رانا نخرجوهم 2 فوا بار سيمان برا. Cet endroit qui s'appelle Prise d'eau a permis à la population de ces localités et des communes avoisinantes de profiter pleinement des promenades et faire du sport au milieu de cette verdure. Et voilà, donc une très belle balade au niveau donc, du point d'eau. Prise d'eau. Prise d'eau. C'est la prise d'eau d'Alger. Alors, très belle balade, je reprends. Très belle balade au niveau de la prise d'eau, donc qui est un parc au niveau de l'Harraj. Donc, c'est l'un des parcs qui relève donc, de votre gestion. Voilà, de votre gestion. Donc, on parlait tout à l'heure un petit peu des différents protocoles que vous avez mis en place pour le respect donc, des différents gestes barrières et différentes donc, recommandations de sécurité par rapport à la conjoncture actuelle. Alors, quel est un petit peu votre relation avec les citoyens qui viennent fréquenter un petit peu les parcs? Donc, est-ce que le respect de ces mesures vient naturellement ou il y a quand même un travail de sensibilisation qui doit se faire à chaque fois? Écoutez, donc il faut dire qu'au début, donc à la réouverture à partir du 15 août, nous étions agréablement surpris. Oui. D'ailleurs, on l'avait dit dans plusieurs plateaux, le directeur général et moi-même, nous avons évoqué ce sujet au début. On était agréablement surpris par la réaction du citoyen qui respectait totalement les gestes barrières et tout. Et on s'était dit, après tant de mois de confinement, d'arriver à ce niveau de conscience, c'était merveilleux. Maintenant, avec le temps, bien sûr qu'il y a des relâchements. Les gens relâchent un petit peu. On commence à s'habituer à la présence du virus et donc il y a des relâchements sur tous les plans. Voilà, ça nous fait un travail supplémentaire parce que nous sommes obligés d'être là, de sensibiliser, de parler, de dire que la pandémie est toujours là, le virus circule toujours, on n'en a pas encore fini avec ce maudit virus, donc il faut toujours prendre ces précautions, ce qui fait que nous déployons beaucoup plus d'efforts pour expliquer aux gens et les sensibiliser par rapport à ça, aux gestes barrières surtout. Voilà, donc, ça c'est pour les gestes barrières. Dans le reportage, nous avons bien noté quand même que les espaces sont très bien pris en charge. On sent que l'entretien quand même est de taille parce que c'est propre, parce que l'espace vert est bien taillé. Ce que je voudrais vous poser comme question, donc encore une fois par rapport au comportement donc, du citoyen donc vis-à-vis de tout ce qui est entretien, parce qu'il faut dire que quand on a un bel espace, on a bien envie de faire du pique-nique, on est avec les enfants, donc les enfants ils ne sont pas vraiment sensibilisés, ça ne se contrôle pas forcément. Voilà. Et donc, comment vous gérez un petit peu tout cela, surtout pour garder et pour préserver la propreté et surtout le bon agencement, j'ai envie de dire, de vos parcs? Donc, écoutez, moi, vous m'offrez une occasion, sur un plateau d'or, j'allais dire, parce que j'ai envie aussi de sensibiliser les gens à travers votre plateau pour dire aux gens que ces espaces leur appartiennent. Enfin, c'est leurs espaces. C'est des endroits totalement gratuits, exactement. Et
qui nécessite beaucoup d'entretien. Effectivement. Beaucoup d'entretien, qui dit entretien aussi dit beaucoup de charges. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire aux citoyens de nous aider par de simples gestes. C'est juste de respecter l'environnement, respecter aussi l'esprit familial aussi qui règne dans tous les espaces qui relèvent de la gestion de l'eau plate, et respecter l'environnement et garder un petit peu les lieux propres, parce que ça nous fait beaucoup de travail, et c'est en mettant la main dans la main qu'on puisse préserver ces endroits pour nos enfants et pour les générations futures. Effectivement, donc là nous sommes en train de découvrir de très belles photos, mais on rappelle que ce sont des photos qui ont été prises avant. Donc, la pandémie, voilà, avant la pandémie, parce qu'on voit quand même qu'il y a des regroupements, on voit que les gens ne sont pas en bavette. Donc il faut dire que ce sont des photos qui ont été prises avant donc, la déclaration du Covid en Algérie. Donc ces photos, justement, c'est parce que nous abritons aussi beaucoup d'événements. Effectivement. Beaucoup d'événements. Beaucoup d'expositions aussi. Exactement. Il y a parce que le côté événementiel et marketing que gère aussi l'Office. Donc nous recevons, nous accueillons beaucoup d'opérations événementielles, et pour le secteur privé, donc les opérateurs économiques, et aussi pour les associations. Là, comme cette photo que j'adore, c'est l'accueil des crèches. Ah, d'accord. Donc, parce que nous organisons des balades pour les enfants, donc à dos de cheval et de poney, où les enfants peuvent venir des crèches, ils viennent, ils se détendent. C'est une journée de détente dans les différents parcs. Ici, c'est le centre équestre. Voilà. Donc ce sont de très belles photos que nous sommes en train de découvrir aussi, là. Nous abritons aussi les concours d'équitation. Du coup, parce que nous avons les infrastructures pour. Ça, c'est les sablettes aussi. Donc c'était avec la DGS, il me semble, pour la promotion du sport pendant la saison estivale. Voilà. C'est le parc des Grands Vents aussi. Le parc des Grands Vents, le parc Dounia. Voilà, le parc des Grands Vents, parc Dounia. C'est pour les opérations de plantation. Donc pour la journée nationale de l'arbre et tout ça. Voilà. Très bien. Donc pour l'instant, les événements sont à l'arrêt. Pour l'instant, momentanément. Écoutez, non. Non, pas spécialement. Les événements ont repris, mais dans le respect total du protocole sanitaire. Encore une fois. Voilà, donc il y a toujours un protocole à respecter, des restrictions, des gestes barrières, où nous abritons les événements, mais il faut que ça soit dans un cadre bien organisé pour justement contre la propagation du virus. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Un dernier mot peut-être avant de se quitter? Le dernier mot aussi, encore une fois, je demande à tout le monde qu'on s'entraide pour garder ces beaux espaces pour tout le monde. Et je dis bravo aussi à tous mes collègues qui sont là, ceux de la sécurité, ceux de l'entretien, et bon courage, beaucoup de courage. Et beaucoup de courage à vous de même. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chefika Wadi. Alors je rappelle, vous êtes assistante du DG de l'OPLA, vous êtes chargée de la communication et du marketing. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Alors on continue. Alors il faut dire que hier, le 15 octobre, nous avons célébré la journée internationale de la femme rurale, et Faria Al-Hamdi s'est intéressée à la femme rurale dans son reportage sur les femmes qui investissent donc le Taj Mahal, donc au niveau du village At-Aziz à Tizi Ouzou. Je vous propose de voir ce reportage et on se retrouve juste après. Un comité de village composé exclusivement de femmes. L'initiative nous vient d'At-Aziz dans la région d'Iloula, à 37 km au sud-est de Tizi Ouzou. Et l'originalité de cette tajmaat féminine, constituée de 15 membres, ayant vu le jour la semaine dernière, à l'issue d'une assemblée générale élective, réside dans la présence de jeunes filles universitaires à côté des femmes plus âgées. Le comité femmes, parce qu'il travaillait déjà sur la coupe de l'association TSD, donc l'environnement. Donc nous, le comité de village hommes, on a pensé à leur proposer de faire leur propre comité sous la responsabilité, bien sûr, c'est en collaboration avec le comité hommes, de travailler surtout beaucoup plus sur le volet environnement, c'est la propreté, tout ce qui s'ensuit. Donc à chaque fois, c'est récent, c'est l'installation du comité femmes, c'est le 17 septembre 2020, donc c'est 3 semaines de leur installation, mais vous avez vu avec vos propres yeux que aujourd'hui, ils ont fait un travail de nettoyage,
D'ailleurs, il se fait quotidiennement, chaque matin. Donc, nous, donc, ils sont en train de faire le règlement intérieur. Dès qu'il est approuvé par le comité de village homme, donc il sera en vigueur. C'est la responsabilité, c'est le règlement intérieur propre à eux. Mais tout de même, donc la représentante, puis dirais-je la présidente, donc quand on a besoin on fait appel aux représentantes des femmes, c'est pour ne pas rassembler toutes les femmes du village, donc on fait appel à eux, donc concernant les travaux, concernant proprement femmes. Le comité a pris l'engagement de poursuivre tous les projets programmés dans l'agenda du village et d'user de tout son pouvoir pour servir le village dignement et travailler à côté de leurs homologues hommes. Tejmat, des femmes d'Aziz et de création récente. Les hommes nous ont aidés dans sa réalisation. Ils nous ont encouragés. Nous avons fait appel aux femmes du village. Nous nous sommes réunis et nous avons élu un comité de 15 femmes qui va gérer. Chef de comité de village, voilà. Nous sommes ici surtout pour donner des conseils aux femmes, surtout pour ce qui est de la propreté et de l'environnement, au niveau du village, en plus de l'embellissement du village. Nous sommes sollicités aussi pour la préparation des fêtes. Au niveau du village, nous avons deux comités, celui des hommes et celui des femmes. Souvent, les jeunes filles du comité nous consultent pour donner notre avis et surtout lorsqu'il s'agit des opérations de solidarité et de volontariat. Nous sommes toujours disponibles. Autrefois, ce sont les hommes âgés, les vieux, les anciens ou les aînés qui étaient à la tête de Tejmat. C'est une construction très ancienne et c'est là qu'on tenait nos réunions, Tejmat. Elle remonte à nos aïeux. Moi, j'ai 78 ans et c'est pratiquement comme ça que je l'ai connue. Il y a eu, bien sûr, des modifications très légères. Les tuiles, par exemple, ont été changées. Mon oncle, qui est décédé à l'âge de 97 ans, ne m'a jamais parlé d'une éventuelle reconstruction. Comme chaque matin, munis de pelles, le balai et sac poubelle est réparti par groupe. Elles se sont attelées à nettoyer toutes les ruelles du village. D'autres ont pris pour tâche la décoration des murs et des placettes, pendant qu'un autre groupe plantait des arbres et des plantes. J'ai appris récemment l'installation d'un comité femmes dans le village d'Aziz, ce qui a fait quand même l'effet d'une information quand même extraordinaire dans des villages qui sont quand même conservateurs, qui sont habitués à la tradition et tout. Mais ce village a cassé les tabous. Donc on a installé récemment, comme l'a dit le chef du village, depuis 3 semaines, un comité femmes. En fait, c'est une association. Donc ils ont commencé déjà à travailler d'une manière effective. Ils ont donné un bon coup pour le village, dans le domaine de l'environnement surtout. Les habitants d'Aziz espèrent que ce projet pourra attirer plus de gens et de touristes dans leur village, grâce au travail et aux efforts de ces villageois et surtout de ces femmes. Et voilà, donc place au mouvement associatif. Vous le savez, les associations, le mouvement associatif, aussi la société civile en Algérie est très active. Kenza est parmi nous aujourd'hui, comme chaque vendredi, pour revenir sur l'actualité associative. Kenza, bonjour. Bonjour Nour. Ça va? Ça va. La semaine bien remplie, comme à l'accoutumée? Très remplie. Très remplie. Et puis, Alhamdoulilah.
Juste après, vous avez aussi un périple à faire. Exactement, Inch'Allah, avec Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, Algin Blue Days, Oran. Voilà. Et aujourd'hui, donc, encore une fois, de belles actualités du mouvement associatif de la société civile en Algérie. Merci Nour. Donc aujourd'hui, nous allons parler du mouvement associatif de jeunesse. Il faut savoir que le mouvement associatif de jeunesse, bon, on est à travers le pays, donc entre associations nationales et locales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on l'a toujours dit, l'un des meilleurs moyens ou canal de participation du jeune à la vie publique, au développement de ses compétences, au renforcement surtout de ses compétences, de développement de ses capacités, aptitudes, surtout les aptitudes qui sont complémentaires à son cursus scolaire ou universitaire, c'est l'adhésion aux associations, c'est aussi l'acte volontaire. Donc, et puis aussi, le mouvement associatif de jeunesse à travers le pays, l'un de ses meilleurs collaborateurs et partenaires, c'est le secteur de la jeunesse et des sports. Donc à travers différentes actions, que ce soit dans les animations, manifestations ou encore les festivals, la collaboration dans la gestion pédagogique des maisons de jeunes ou encore tout simplement la participation du jeune dans les questions qui l'intéressent. Donc, compte tenu de ce potentiel, il faut savoir que le ministère de la Jeunesse et Sport compte plus de 3500 associations de jeunesse entre associations locales et nationales. Donc, compte tenu de ce potentiel et aussi des objectifs assignés dans le plan national jeunesse, donc ce plan national jeunesse est un plan quinquennal qui est à travers différents axes, 5 différents axes, on en parlera plus tard. C'est un plan national qui se veut inclusif, innovant, faisant contribuer surtout tous les secteurs, parce que quand on parle de jeunesse, le jeune est un humain, donc si on veut justement le promouvoir ou autre, il faut lui permettre, il faut lui donner tout l'environnement adéquat justement pour son épanouissement. Donc ce plan d'action fait appel à différents secteurs, mais surtout le partenariat avec le mouvement associatif. Donc pour cela, ce plan national jeunesse collabore avec le mouvement associatif à travers diverses actions. Donc aujourd'hui, nous allons énumérer 2 actions. Donc la première, c'est un sondage, sondage qu'a lancé, qu'on peut retrouver sur le site web du ministère, donc ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est un sondage qui est adressé aux associations de jeunesse. Donc c'est un sondage un petit peu pour relever les préoccupations des jeunes. Donc, préoccupation des jeunes, mais vue par les associations. Car aussi, il y a dans ce plan, il y a aussi des concertations qui sont faites avec les jeunes, mais c'est des jeunes qui ne sont pas adhérents dans des associations. Donc, pour les jeunes, donc, ce sondage-là a pour objectif justement de relever les préoccupations des jeunes dans les différentes, dans tous les domaines qui intéressent les jeunes. Donc, c'est un sondage qu'on peut tout simplement, si vous êtes président d'association ou membre d'association, vous pouvez vous orienter vers le site web du ministère de la Jeunesse et des Sports et faire part justement de toutes vos préoccupations et surtout de recommandations, parce qu'aujourd'hui, on en a fait des assises, on en a fait des rencontres, on en a discuté des problématiques de la jeunesse, mais actuellement, la jeunesse veut des opérations concrètes, veut des actions concrètes avec des délais, veut aussi de l'innovation qui est elle-même porteuse de cette innovation. Donc, il y a ce premier sondage qui est adressé aux associations de jeunesse. Et puis encore, comme chaque année, le secteur de la jeunesse et sport lance, dans le cadre de la promotion du mouvement associatif de jeunesse, lance un appel à projet. Donc pour cette année, l'appel à projet a été lancé hier. Donc c'est à partir d'hier, donc 15 octobre jusqu'au 5 novembre, où les associations sont invitées à proposer des projets innovants dans les 5 différents axes justement du plan national de la jeunesse. Donc le premier axe, c'est participation et citoyenneté du jeune. Le deuxième axe, c'est emploi et entrepreneuriat du jeune. Le troisième axe aussi, donc on parlera de la santé, loisirs du jeune. Bref, vous pourrez trouver toutes ces informations-là de participation dans cet appel à projet au niveau du site web mjs.gov.dz, donc ministère de la Jeunesse et des Sports, où toute association, qu'elle soit locale ou nationale, peut participer dans cet appel à projet. Donc c'est l'association, quand elle propose le projet peut bénéficier, donc non seulement l'association, ça lui permet aussi de
concrétiser ses idées, ses projets sur le terrain. Évidemment, elle peut aussi elle bénéficie d'un financement de son projet entre 600 et 1 million de dinars. Quand même. Et puis aussi, le troisième avantage, c'est les projets qui sont proposés au niveau des établissements de jeunes, eh ben, ils auront la garantie de l'espace et surtout la facilitation de l'exercice de ce projet-là dans ces espaces-là. Donc, je rappelle les dates, c'est d'hier jusqu'au 5 novembre où les associations peuvent proposer ces projets-là. Donc, l'inscription pour les associations locales, elles présentent leurs projets au niveau des directions de la jeunesse et des sports au niveau de la wilaya. Et puis, pour les associations nationales, elles présentent leurs projets au niveau du ministère de la jeunesse et des sports. Et surtout, Kenza, ceux qui ont des projets, ils devraient les proposer. Exactement. Et surtout, ne pas sous-estimer les idées que nous avons et sous-estimer les projets que nous avons parce que probablement, on ne pourra pas les réaliser. Exact. Oh, oui. J'ai eu une réflexion, un cher ami m'a envoyé une vidéo. Je tenais à tout prix que vous racontiez cette anecdote aujourd'hui. C'est à propos d'un livre qui s'appelle « Mourir vide ». Donc c'est écrit par un auteur, Henry Todd. C'est un homme d'affaires qui a posé une fois dans une réunion de travail, il a posé la question à l'assistance en disant « Quelle est la terre la plus riche ?» Allez, je te pose la question. Allez, tu sais, Kenza, si tu ne m'avais pas posé la question auparavant, si tu ne m'avais pas raconté l'anecdote auparavant, j'aurais dit l'Algérie. Mais je vais rester sur ma réponse. J'aurais dit l'Algérie. Alors justement, l'assistance dans cette histoire-là, dans cette réunion de travail, alors les gens ont commencé à dire le nord de l'Afrique, l'Arabie Saoudite. Et l'auteur Henri a tout simplement répondu non. C'est les cimetières. Oui. Alors les gens ont demandé pourquoi le cimetière. Il a dit parce que dans les cimetières sont enterrés les plus beaux projets, les plus belles idées, les plus beaux rêves. Donc mourrez vide. Faites exploiter tout votre potentiel, faites sortir vos projets, croyez en vos projets, croyez en vos idées, appliquez-les de toute façon. Il faut toujours commencer et mourir vide. Voilà. Et surtout, comme on le dit si bien, ne pas prendre la vie au sérieux, on n'en sortira pas vivant. Alors autant s'éclater et on ne vit qu'une seule fois. Alors si on a des projets, il vaut mieux les extérioriser. Et une pensée très particulière aux personnes et aux bacheliers qui n'ont pas eu leur bac. Le lendemain d'un échec, c'est une matinée qui est très difficile, que ce soit pour le bachelier ou aussi pour la famille. Eh bien non, justement, l'échec est un diplôme, parce qu'il faut justement aller et explorer tout son potentiel. C'est une occasion peut-être d'apprendre autre chose et surtout de se préparer pour l'année universitaire ou encore adhérer dans une association. Merci beaucoup, Kenza. Merci. Joie. Alors, il faut aller s'inscrire pour mourir vite. Voilà, merci beaucoup, Kenza. Bonne route à vous parce que vous allez aujourd'hui assister à notre événement associatif. Et nous nous retrouvons après la chanson de Dunia, Al-Haq ou Al-Batal, pour la dernière station de cette matinée. تسمع عيش تشوف واش صرا عندما الحق تكسر له الميزان طاح فراش من كثرة الحقرة يقاوم في نعاس ودموعه ويدان سبتو خالط فلان وفلتان حتى تغلقوا عليها البيبان
La semaine dernière, nous étions à quelques 65 millions d'années avant notre ère. On va rester un petit peu, peut-être un peu plus loin encore. Et ce sera un voyage dans le temps que nous allons faire ce matin, que nous propose ce matin Massilias. Bonjour. Bonjour. Ça va, Massilias? Oui, ça va. Depuis la dernière fois? Oui, ça va. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu de géologie, un peu de biologie. On va commencer avec le musée du Bardo. Très bien. Qui se trouve à Alger. Et ensuite, on va un peu parler de la formation de la Terre et des premières formes de vie. Voilà, très bien. Donc, la dernière fois, tu nous as parlé des dinosaures, tu nous as parlé un petit peu des dinosaures propres à l'Algérie. Et on retrouve quelques fragments donc, de la vie humaine, de la vie animale en Algérie au niveau du musée du Bardo. Donc, tu as visité le musée. Et donc, qu'est-ce que tu as à nous proposer donc, par rapport au musée? Donc, le musée, ce qui est intéressant, c'est que il explique beaucoup de choses par rapport à l'Homo sapiens, l'homme d'aujourd'hui. Mais dans son quotidien, tout le musée, à peu près tout le musée est consacré à l'Homo sapiens, avec les outils perfectionnés qu'il utilisait. Après, il y a aussi d'autres crânes, d'autres humanidés, et il y a aussi des fossiles d'animaux qui ont vécu durant l'ère des hommes de Néandertal. De tertiaire. L'ère tertiaire, oui, un peu exactement, quaternaire. oui. Le tertiaire et début quaternaire. Parce qu'on sait que le Néandertal et l'Homo sapiens ont cohabité. Ont cohabité pendant quelques dizaines de milliers d'années, oui. Voilà, exactement. environ c'est ça. Oui. Donc tu as pris des photos. Oui. Et tu vas les partager avec nous ce matin. Oui, donc par exemple, cette photo-là montre des outils utilisés par l'Homo erectus. Ce sont des outils qui servaient certainement à découper la viande. Donc l'Homo erectus a vécu il y a environ 1,5-1,6 millions d'années. Donc ils n'étaient pas très perfectionnés, mais ils étaient très tranchants. Donc voilà, ça c'est des sortes de couteaux. Et ça, donc, ce sont des fossiles d'animaux qui ont vécu durant le Paléogène. Donc, ça, c'est par exemple. Ce sont des mammifères, Massilias? Oui, ce sont des fossiles de mammifères, en l'occurrence de phacochères, qui ont vécu en Afrique. Donc, on voit sa corne, juste en blanc. Voilà. Voilà, donc ça, ce sont des collections qu'on peut trouver au musée. Là, on a une autre photo aussi que tu pourras commenter. Donc ça, ce sont des restes de bijoux. Bon, des bijoux, c'est un grand mot. C'est de fantaisie, on va dire. Oui, voilà. Ce sont des colliers et tout. Ou des décorations. Voilà, c'est pas vraiment des bijoux parce que c'est fait parfois en bois, parfois en pierre, mais il n'y avait pas l'or à ce moment-là. Voilà. Et puis, on le faisait aussi avec des coquilles d'autruche, des coques, voilà, plutôt des tortues. Voilà. Voilà, donc tout était bon pour faire des parures. Oui. Ce crâne est celui d'un Australopithecus africensis. Donc ça, on a pensé pendant des dizaines d'années que c'était le premier ancêtre de l'homme. Et on a découvert que finalement, c'était juste un cousin de l'homme, que ce n'était pas son ancêtre. Et que l'ancêtre le plus vieux de l'homme découvert pour l'instant, il s'agit de l'homme de Toumaï, qui a été découvert dans le croisement de l'Éthiopie, le Soudan du Sud et l'Ouganda, et qui date de 7 millions d'années, alors que ce crâne date seulement de 2,6 millions d'années. Voilà, donc on voit quand même que par rapport à la période, ça remonte à loin, ça remonte à beaucoup plus loin. Donc ça c'est un autre crâne, celui-ci c'est un ancêtre de l'homme, et on peut voir la forme de son crâne, il est très aplati, ce qui ne laissait pas beaucoup de place pour le cerveau, et donc au fil des millions d'années, au fil des centaines de milliers d'années, le cerveau était de plus en plus développé. Voilà, donc ça c'est l'une des collections qu'on peut trouver au niveau du musée. Alors qu'est-ce que tu retiens le plus, Massilias, de ce musée? Donc je retiens beaucoup plus, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'Homo sapiens, parce que c'est vraiment consacré à lui. On y retrouve énormément de poteries, de choses, même de sculptures, de petites sculptures d'animaux. Ça nous renseigne véritablement sur le mode de vie donc de l'Homo sapiens. Oui, l'Homo sapiens, c'est vraiment l'homme d'aujourd'hui. Par rapport à, donc il est apparu il y a quelques
500 000 ans. Et donc, c'était plutôt perfectionné pour cette époque. D'accord. Donc on appelle ça une technologie préhistorique. Oui. Voilà, on appelle ça une technologie parce que c'est vrai, hein, il faut dire qu'ils étaient quand même intelligents, ils arrivaient à s'adapter donc au mode de vie, à trouver des astuces pour se vêtir, pour manger. Ils avaient même une très bonne architecture. Oui. Et l'Homo sapiens, sa particularité aussi, c'est que c'est le premier homme à être sédentaire. D'accord. Donc avant, ils étaient nomades, ils migraient, ils voyageaient. C'était une bonne chose parce qu'on a découvert des autres continents. Voilà. Et l'Homo sapiens, c'est le premier qui s'est sédentarisé, c'est-à-dire qui a vécu de l'agriculture, de l'élevage, au lieu de chasser à chaque fois. Et donc on dit souvent que c'est en Mésopotamie que les premières traces de sédentarisation sont nées. Et pourtant, ça remonte à un peu plus loin. Donc c'était en Afrique, en Égypte, dans l'actuelle Égypte. C'était les ancêtres des pharaons, des Égyptiens, ils se sont sédentarisés avant la Mésopotamie et tout. Voilà. Et ça aussi c'est bien parce que ça nous a appris l'agriculture, ça a développé l'agriculture, ça a développé l'élevage et bien plus tard donc l'industrie. Oui. Voilà. Mais sinon, Massilias, là, on est quand même à une époque un peu plus récente par rapport à l'époque de la création de la Terre et les premières apparitions de la vie, de la vie sur Terre. Oui. Bon, la vie humaine, c'est récent. De la vie sur Terre. Oui, donc la Terre est apparue il y a 4,6 milliards d'années. Ça remonte à loin, mais quand on sait que l'univers s'est formé, donc l'univers, les galaxies, les étoiles, s'est formé il y a 13 milliards d'années, on se dit quand même que ça remonte beaucoup plus loin que la planète. Et donc le système solaire aussi est plus vieux que la planète. Donc avec la formation du Soleil il y a 5 milliards d'années, c'est le système solaire qui se forme. Donc la planète... Voilà, là nous avons une... Oui. Là c'est le Big Bang, hein. On est dans le Big Bang. Non, c'est pas dans le Big Bang. Donc ça c'est censé représenter un peu la formation de la Terre au fil des centaines de millions d'années. On va dire au fil du temps parce qu'on va pas pouvoir quantifier finalement le temps. Bon, ça, ce sont un peu des images amateurs, parce qu'on ne peut pas être sûr à 100% de quoi ressemble la Terre. Tout ce qu'on sait, c'est que toute la surface de la Terre était remplie de lave et de volcans. C'est tout ce qu'on sait. Donc ce sont des reconstitutions par rapport à ce que nous avons comme données scientifiques. Oui, exactement. Et donc on sait que il y a environ 4 milliards d'années, il y avait de petits astéroïdes qui ramenaient des particules d'eau, donc H2O, qui ramenaient de l'eau sur la Terre. Donc il y avait de plus en plus d'eau. Et cette eau, elle a permis d'abriter la vie. Donc il y a 3,8 milliards d'années, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, un astéroïde se serait écrasé au niveau de l'actuel Canada. On a découvert des traces d'un impact et il aurait ramené la vie. Donc la vie serait apparue il y a 3,7 milliards d'années. Dans l'eau, bien sûr. Dans l'eau. Oui. Donc c'était au début de petits micro-organismes, comme on le voit dans la photo. Ce sont de petits micro-organismes unicellulaires, c'est-à-dire qui ont une seule cellule. Et donc ces micro-organismes, ils produisaient de l'oxygène. Donc au début, l'oxygène, c'était juste dans les mers, les océans de l'époque. Et puis, donc il n'y avait plus de place pour l'oxygène rejeté. Donc c'était rejeté dans l'air. C'est la formation de l'atmosphère. Donc l'atmosphère, elle a permis de protéger des rayons ultraviolets, elle a permis de garder l'oxygène dans l'air. Et c'est ce qui a permis aussi, beaucoup de temps plus tard, à ce que la vie se développe aussi sur la Terre. Très bien. Et donc, les premières vies ont apparu dans la mer. Et elles ressemblaient à quoi, les premières vies? Donc, c'était juste de petits microbes, donc comme on l'a dit tout à l'heure, unicellulaires. Unicellulaires, après, ils se sont développés. Oui, et il y avait de plus en plus de formes de vie diversifiées. Il y avait tout d'abord les planctons, les éponges. C'était le premier animal, l'éponge. Le premier animal, oui. Et il y avait des coraux. Et puis, donc, il y a à peu près 500 millions d'années, lors du Cambrien, il y avait de plus en plus d'êtres vivants qui se déplaçaient sur la terre ferme. Et c'était là les premiers amphibiens. Oui, les premiers amphibiens, exactement. Les premiers amphibiens, donc c'était le passage de la vie de la mer vers la Terre. Voilà, et ça s'est fait après plusieurs évolutions finalement. Oui. Voilà, et donc là on est à l'ère primaire. L'ère primaire, on est à quelle tertiaire. L'ère tertiaire. C'est le Cénozoïque.
Donc l'ère primaire, c'est le protérozoïque qui remonte à 500 millions d'années. Et même aujourd'hui, dans le quaternaire, plus précisément, il y a des différences par rapport aux dates. Par exemple, ici au niveau d'Alger, il y avait de l'eau sur toute la côte, sur une dizaine de kilomètres. Et on peut trouver aujourd'hui, donc il y a un mur pas loin d'ici, qui se trouve dans le quartier du boulevard des... comment ça s'appelle? C'est pas très loin donc du boulevard des Martyrs. Oui, voilà, boulevard des Martyrs. Donc le mur remonte à 3,5 à peu près millions d'années. Et donc j'ai ramené quelques coquillages qui proviennent de ce mur. D'accord, on pourra aller voir. Donc ce sont de tout petits coquillages. Ils se sont cassés au fil du temps. Et on peut voir un peu des morceaux de roche qui se sont collés parfois. Oui. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir. Et voilà, donc qui prouve finalement que de l'existence de la vie marine ici déjà à Alger. Oui, exactement. Voilà. Et voilà, donc quelques fragments donc de quelques coquillages que tu as pu récupérer donc de ce mur. Oui. Et donc j'imagine que tu es tout content de les avoir dans ta collection. Oui. C'est très précieux. Voilà, merci beaucoup Massilias pour ce beau voyage que tu nous as présenté. La prochaine fois, ce sera notre voyage aussi passionnant dans le temps. Bien sûr. Merci beaucoup Massilias. Nous arrivons donc... Je pourrais passer un bonjour. Ah, vas-y. Donc je passe un bonjour à mes parents, à mon père et à ma mère, à mes deux grands frères, à mes cousins, mes cousines, mes oncles et mes tantes, mes grands-parents et à la directrice de la culture de Tizi Ouzou, Madame Gomzienne, qui m'a beaucoup aidée. Et qui sont, j'imagine, très fiers de toi. J'espère. Voilà, ils le sont. Je te l'accorde. Merci beaucoup Massilia, je te retrouverai avec très grand plaisir la semaine prochaine, Inch'Allah. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore une fois, félicitations à tous les bacheliers, à tous ceux qui ont remporté le bac. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, ce n'est que partie remise. Et donc, je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain à partir de 9h. Voilà, donc de 9h à 10h30. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Au revoir. والحب ما